Bonsoir, donc je vous propose que nous commencions. Euh, je me présente, je suis Claire Fernandez, je suis la coordinatrice du projet Discover Our Europe. Discover Our Europe, c'est un colloque qui a démarré hier et qui se poursuit jusqu'à demain, qui aborde diverses thématiques liées aux questions européennes. C'est aussi un projet européen cofinancé par le programme Europe pour les citoyens, qui rassemble 8 partenaires de 7 pays européens. Donc, nous sommes huit partenaires animés par la même ambition, celle de dépasser les idées reçues et préconçues sur l'Europe en offrant l'opportunité aux citoyens européens d'acquérir de nouvelles connaissances sur l'Union européenne. Voici toute l'ambition du projet. Donc, nous sommes 8 partenaires. Alors, nous avons dans le consortium la Fondation du Savoir de Hongrie, l'association CICIA de Roumanie, l'association DRP-DNM de Slovénie, la municipalité de Pejeia à Chypre, mais aussi l'association Sovogem au Portugal et l'association Cybervoluntarios en Espagne, et enfin l'association Eurocircle qui est à Marseille en France. Donc ce soir, le colloque, la conférence est traduite également en anglais, de façon à ce que tous les participants puissent participer donc, à la conférence. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Arnaud. Stéphane Arnaud, vous êtes avocat, vous êtes également Team Europe. Team Europe, c'est un réseau de conférenciers habilités par la Commission européenne pour intervenir sur des sujets européens. Et vous allez nous parler justement de l'état de droit en Europe. Donc, je vous laisse la parole. Oui, merci Claire. Bonsoir à tous. Donc, c'est Fernand Arnaud, je suis avocat au barreau de Marseille. Effectivement, je suis du réseau Team Europe, réseau de conférenciers de la Commission européenne dans les réseaux Europe Direct. Je remercie le CBE Sud-Luberon ainsi que Sud-Luberon et Europe Direct Provence-Alpes-Méditerranée d'intervenir sur un sujet d'actualité sur l'état de droit en Europe et qui posera la question également de l'état du droit en Europe. L'état du droit en Europe, l'état de droit en Europe, c'est une question qui aujourd'hui se pose avec beaucoup d'acuité en l'état de l'actualité dans certains États membres où la discussion des valeurs est posée, où la perception des valeurs, telle qu'elle est posée dans les traités, est discutée. Dans les traités, pourquoi? Parce que la construction européenne a progressivement intégré des valeurs démocratiques, dont l'état de droit, jusqu'à consacrer donc cet état de droit, cette notion d'état de droit dans le traité de l'Union européenne, le traité de Lisbonne 2009. Alors, je ne vais pas vous lire l'article 2 du traité, mais en substance, cet article, que dit-il? Il fait état de ce que l'Union est fondée sur des valeurs de respect et de dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, du respect des droits de l'homme, également sur la question des minorités, et que ces valeurs dont je viens de faire état sont considérées comme des valeurs communes à tous les États membres, dans une société donc qui est caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, l'égalité entre les femmes et les femmes, la solidarité, la justice. Excusez-moi. Ces valeurs sont, alors, elles sont bien entendu issues d'une tradition politique qui trouve sa source dans le libéralisme politique, dans la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle, et qui sont donc communes à tous les États membres. Et je vais avoir un discours un petit peu franco-français, puisqu'on trouve des origines à ces valeurs dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, où il est fait état justement de cette notion d'état de droit en substance, et qui pose encore, qui mérite, pardonnez-moi, une mise en relation entre cette notion d'état de droit et de droit de l'homme. Et cette mise en relation, elle pose la question justement
de dire que le mépris finalement de ces droits de l'homme comparé à l'état de droit, elles conduisent au malheur public, à la corruption du gouvernement, à la limitation des pouvoirs législatifs et exécutifs, ce qui implique une responsabilité démocratique contre toute décision arbitraire. C'est la question donc du respect du droit et donc du maintien finalement de la Constitution, c'est-à-dire de la norme la plus importante qui existe. C'est encore l'effectivité des voies de recours. Quand je parle d'effectivité des voies de recours, cela comprend également la possibilité pour un citoyen de contester les actes de toute autorité qui lui est imposée. L'importance des droits fondamentaux, elle est posée en tant que droits de droits naturels, qui sont des droits inviolables, sacrés, sacrés au sens supérieur, et de respecter, donc ils doivent être respectés effectivement, notamment afin de ne plus assister à ce qu'on a pu vivre lors de la Seconde Guerre mondiale. Ça fait partie de la construction de l'Union européenne. De la nécessité également donc, de poser des limites contre l'arbitraire des gouvernements afin de limiter ou de ne pas voir renaître l'émergence de régimes totalitaires. C'est encore l'importance de se doter de mécanismes qui permettent à chacun des États de garantir l'effectivité du droit, des droits, mais aussi des droits de l'homme en particulier. Cet état de droit, on la retrouve, alors c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que c'est une dimension très juridique, alors je vais essayer d'être le plus simple possible, mais cette notion d'état de droit, on la retrouve dans divers actes, hein, que ce soit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau des États, on la retrouve au niveau de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, on la retrouve au niveau du Conseil de l'Europe dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. Là aussi, pour ne pas confondre les choses, quand je parle du Conseil de l'Europe, ce n'est pas l'Union européenne, c'est une entité distincte. Et cette entité distincte qu'est le Conseil de l'Europe, et plus particulièrement la Cour européenne des droits de l'homme, travaille et l'objectif est la protection des droits de l'homme. Ce n'est pas dans la construction des communautés européennes à l'origine et de l'Union européenne aujourd'hui, cette question-là n'était pas le point culminant. C'est une construction européenne qui s'est fondée d'abord sur des considérations économiques et qui, au fil du temps, par la jurisprudence de la Cour de justice, la jurisprudence, ce sont les décisions des juridictions, et si vous préférez, c'est le leitmotiv, ou quand on parle de jurisprudence, c'est la pensée générale ou une solution donnée par les juridictions pour répondre à un problème donné. Donc, quand je parle de jurisprudence et de construction jurisprudentielle des droits de l'homme, c'est finalement par l'interprétation des juges des textes fondateurs qui a permis, par le principe de primauté tout d'abord, par le principe de reconnaissance mutuelle, par d'autres principes, les principes de subsidiarité, etc., de faire naître cette nécessité de protection des droits fondamentaux et de la rendre effective. Vous avez dans le traité, par exemple, je vous redonne d'autres bases, d'autres sources, hein, mais vous avez le préambule du traité sur l'Union européenne qui renvoie effectivement à des valeurs universelles, à l'égalité, à la démocratie, à la liberté, à l'état de droit. Et dans cette construction, je vous disais, cette construction par la juridiction européenne de ces droits de l'homme, vous avez en 1987 une décision connue hein, pour les juristes, c'est la jurisprudence Les Verts, où la Cour de justice des communautés européennes à l'époque, Cour de justice des communautés européennes qui est devenue Cour de justice de l'Union européenne, hein, puisque on est passé vers une Union européenne, où il est fait état de ce que la communauté économique européenne est une communauté de droit, en ce que ni ses États membres, ni ses institutions n'échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle de base qui est le traité. Alors, je ne vais pas rentrer dans les renvois systématiques au texte, article 6, article 3, article 2, article 49, je vous en donnerai tout à l'heure. Ce n'est pas une démonstration juridique. Ce que je veux vous dire et ce qu'il faut comprendre, c'est que cet état de droit, qui n'a pas été défini, qui n'est pas défini, en tout cas qui n'a pas été défini jusqu'au mois de décembre 2020, puisqu'il a été incidemment défini, j'en parlerai tout à l'heure, sur des cas
jurisprudentielles qui ont finalement commandé par le volet politique d'adopter un règlement qui prévoit donc dans son article une définition de cet état de droit que je vous donnerai tout à l'heure. Mais ce qu'il faut reconnaître et ce que vous devez comprendre sur cette notion d'état de droit, c'est qu'il s'agit de la possibilité pour chacun de pouvoir discuter de manière effective en accédant au juge toute norme et que cet état de droit repose sur le droit. Se pose la question ici finalement sur un propos que je vais essayer d'axer sur cinq volets, sur la notion d'état de droit, sur la terminologie conceptuelle de cette notion d'état de droit. Dans un deuxième temps, je vous parlerai des états de droit ou de l'union de droit. Dans un troisième point, j'essaierai d'aborder rapidement les mécanismes de veille, de vérification au respect donc, de l'état de droit. Dans un quatrième point, j'essaierai de vous parler des mécanismes de sanction. Quels sont-ils? Et enfin, en point de conclusion, si je puis dire, c'est la question du paradoxe de la non-adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme, puisque finalement, le fait de ne pas adhérer à la Convention européenne des droits de l'homme se pose la question du respect de l'union de droit par l'Union européenne, puisqu'elle ne se soumet pas au contrôle d'une autre juridiction, mais bien entendu, il y a des explications à cela. Premier point tout d'abord, je vous l'indiquais, l'approche conceptuelle, celle de la prééminence du droit, et donc de l'impact de cette terminologie sur la notion d'état de droit. Alors, comme je vous le disais, le terme d'état de droit, il peut se comprendre comme une situation d'ensemble à un moment donné. C'est le fait d'écrire le mot état avec un E majuscule, ou alors de comprendre l'État au sens politique, c'est-à-dire comme une entité politique qui est dotée d'un territoire, d'une population, d'une souveraineté. Cette notion d'état de droit, elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse et elle pose difficulté. Elle pose difficulté tant il est vrai que si nous devons la comparer à la notion anglaise de rule of law, je m'excuse pour mon accent anglais, très, très marseillais du Sud, le terme rule of law, qui est beaucoup plus pertinent que celui d'état ou d'état de droit. La notion de rule of law, elle ne laisse place à aucun doute sur la prééminence du droit, puisque c'est le droit qu'il faut respecter. Alors que la notion d'état de droit pose plus de difficultés dans la mesure où vous allez avoir des traductions, là aussi, qui posent question, hein, je pense notamment aux traductions. Alors là, c'est plus sur le volet Cour européenne des droits de l'homme, enfin, Convention européenne des droits de l'homme, sur des termes russophones où on va donner la prééminence à la notion de loi et non pas de droit. Et c'est une subtilité qui a son importance. L'état de droit, ce n'est pas un état qui assure la prééminence de la loi. L'état de droit, c'est celui qui assure la prééminence du droit. La loi, elle est soumise au droit, notamment les droits fondamentaux. Cette prééminence de cette notion donc, de difficulté, j'allais dire, dans la traduction d'état de droit par la prééminence de la loi sur le droit, pose une difficulté et pose un problème de cohérence, de perception des valeurs, avec les débats que l'on retrouve aujourd'hui avec certains États membres sur finalement quels critères doit-on, ou quel levier plutôt, doit-on actionner pour accorder plus de valeur à tel principe plutôt qu'à tel autre. Voilà la difficulté que pose d'un point de vue, j'allais dire, ontologique, c'est-à-dire par sa définition, par l'être même de cette notion d'état de droit. Je renvoie donc au propos donc je m'écarte non pas du sujet mais de l'Union européenne un instant et je vais renvoyer au propos de M. Spano, donc le président de la Cour européenne des droits de l'homme, qui définit l'état de droit comme un principe tridimensionnel avec une dimension finalement organique,
une dimension fonctionnelle et une dimension matérielle. La dimension organique, c'est le principe de séparation des pouvoirs, d'indépendance des juges. La dimension fonctionnelle, c'est le respect du principe de légalité, donc de la loi. C'est le principe de non-rétroactivité, c'est le principe de prévisibilité, de sécurité juridique, d'effectivité des recours lorsque vous exercez vos droits, c'est-à-dire le fait de pouvoir accéder à la justice et de pouvoir et qu'un juge puisse répondre à vos demandes. Ce sont également les règles d'organisation de procédure. Et enfin, je vous disais donc une dimension organique, une dimension fonctionnelle, mais aussi et enfin une dimension matérielle, c'est-à-dire que le droit ne comprend pas seulement les lois, mais il comprend tout le droit, c'est-à-dire les engagements internationaux, les droits et libertés fondamentales, les principes généraux du droit, etc., etc. Sans transition aucune, je passe au second point, étant souligné cette difficulté que nous avons donc dans la perception de cette notion d'état de droit et dans la perception que peuvent avoir les États membres, et notamment certains nouveaux États membres, dans l'appréciation et l'application des valeurs de ce droit. Et la question qui se pose désormais, c'est la question de l'union des États de droit, ou la question finalement de l'union de droit. Pour l'Union européenne, l'état de droit, c'est un principe qui est structurant à deux égards, c'est-à-dire que l'Union européenne, elle est fondée sur une union d'États, et cette union d'États, elle repose sur quoi? Elle repose sur une confiance mutuelle, une reconnaissance mutuelle, notamment entre les juges. Et ce postulat de reconnaissance mutuelle permet de se projeter au départ en tant qu'union d'états de droit, d'états différents, d'entités différentes, vers une union cohérente de droit, d'union cohérente de droit, c'est-à-dire qui prévoit un système complet de voie de recours, où finalement, dans le dialogue des juges, entre les juges nationaux, les juges européens, il existe une véritable discussion et où le citoyen pourrait effectivement faire valoir ses droits, notamment en contestant toute réglementation nationale qu'il estimerait contraire à la réglementation nationale qu'il estimerait contraire à la réglementation européenne, notamment par le biais de recours préjudiciels, étant précisé qu'il existe d'autres recours permettant d'accéder au juge, mais qui s'inscrivent néanmoins dans des modalités plus complexes. Donc l'état de droit, c'est finalement le fondement de la coopération européenne et de cette confiance mutuelle qui existe entre les juges et qui permet finalement une association d'état de droit. Et il serait néanmoins trop, j'allais dire, le terme ne me vient pas et je m'en excuse, ce serait trop aventurier que de parler de fédération d'États. Nous n'en sommes pas là. Il est renvoyé systématiquement, donc je vous faisais état tout à l'heure de cette décision de la Cour de justice sur la nécessité de renvoyer à la norme supérieure, notamment au traité. C'est la possibilité de pouvoir pour les citoyens, donc je vous le disais à l'instant, de contester des recours contre des actes individuels. C'est le cas dans l'affaire Caddy en 2010. Où effectivement, il était possible, dans le cadre de mesures individuelles qui concernaient donc le gel des avoirs, qui avait sur la base d'une décision prise par le Conseil, de pouvoir attaquer ces actes par la voie d'un recours direct. C'est-à-dire que même les actes des institutions européennes qui affecteraient des particuliers sont susceptibles de pouvoir être discutés et annulés devant la juridiction européenne. C'est ça l'état de droit. En tout cas, en l'espèce, plutôt l'union de droit. La possibilité donc de pouvoir discuter de toute norme que l'on se voit appliquer en tant que citoyen pour saisir le juge et que le juge puisse trancher sur la réalité ou non de cette violation que cette norme emporterait sur les droits fondamentaux. Alors on trouve d'autres exemples dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Enfin, je ne vais pas faire une étude comparée là-dessus, mais il faut savoir que la Cour de justice de l'Union européenne a construit donc toute son identité. Je vais dire un gros mot, mais qui ne fera pas plaisir aux souverainistes, mais la Cour de justice elle a construit toute son identité constitutionnelle autour de ce système complet
et intégrée de voies de recours. Sur cette notion de recours, je vous parlais de confiance mutuelle, il ne faut pas non plus s'inscrire dans un aveuglement qui confine et qui tend à l'ignorance. Cette confiance mutuelle, ce n'est pas non plus une confiance aveugle. Les États membres sont certes tenus à l'observation des règles de l'Union européenne. Ils sont également tenus à l'observation des droits, à la protection des droits fondamentaux, mais aussi au respect des normes telles qu'elles découlent de la Convention, des dispositions plutôt de la Convention européenne des droits de l'homme. Sur ce point, les juges nationaux donc, vont exercer différents types de contrôles. On appelle ça, bon, je ne vais pas rentrer non plus dans le détail, des contrôles in abstracto, des contrôles in concreto, et donc de vérifier si, de manière abstraite, l'État qui va dans le cadre, par exemple, d'un mandat d'arrêt européen, le juge national qui doit exécuter un mandat d'arrêt européen devra vérifier l'existence dans l'état d'émission s'il existe un risque réel de défaillance systématique et généralisée. Et si c'est le cas, c'est-à-dire que si dans l'état d'émission, celui qui produit le mandat d'arrêt européen pour qu'une personne soit arrêtée et présentée devant un juge et puis ultérieurement jugée, procéder donc à un premier contrôle abstrait, donc de vérifier si dans cet état il existe un risque réel de défaillance systématique et généralisée, et de manière plus concrète, de vérifier si le cas individuel du requérant, qui fait l'objet de ce mandat d'arrêt européen, l'expose à un risque qui peut se produire effectivement. Et un risque qui emporterait donc une atteinte à sa dignité et qui emporterait une violation sur ses droits fondamentaux de manière disproportionnée. Se pose la question, je vous disais tout à l'heure, de la définition de l'état de droit, des valeurs qui sont prévues au traité, du respect de ces valeurs par les États membres, et finalement aussi des mécanismes qui permettent de veiller au respect de cet état de droit. Alors, je m'excuse par avance, mais pour que le propos soit clair, je vais être dans l'obligation de vous exposer un petit peu comme une liste les différents mécanismes qui existent de manière à pouvoir vous informer au mieux. Et vous avez donc au titre de ces mécanismes, vous avez l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, sur laquelle je vais revenir sur chacun de ces mécanismes. Donc, en tout premier lieu, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vous avez le tableau de bord de la justice qui est prévu donc dans le cadre du semestre européen. Là aussi, je vous expliquerai à quoi ça correspond. Le mécanisme de coopération et de vérification qui concerne, qui a pu concerner, moi j'étais déjà sur la fin, mais qui concerne encore la Bulgarie et la Roumanie, et le suivi des droits fondamentaux dans l'Union européenne par le Parlement européen. Et après, nous aborderons rapidement donc, le cadre de l'Union européenne permettant donc, de renforcer l'état de droit. Donc c'est-à-dire le nouveau cadre à vocation précontentieuse qui repose sur un dialogue et l'activation de cet outil qui se veut plus pertinent à l'encontre notamment de la Pologne, puisque c'est le seul pays pour l'instant qui a fait l'objet de l'application de ce mécanisme. Je vous parlerai après des décisions de justice qui concernent la Pologne et la Hongrie, sur des éléments factuels qui concernent ces pays, lesquels d'ailleurs ont pu tout récemment attaquer des mesures qui leur étaient imposées par l'Union européenne. L'Agence des droits fondamentaux, tout d'abord, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, elle se trouve à Vienne. Elle a été instituée en 2007 et elle succède peut-être à ce que vous en avez peut-être déjà entendu parler, à l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes qui a été créé de mémoire en 1997. Donc 10 ans après, cet observatoire laisse la place à cette agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et cette agence, finalement, elle a un rôle essentiellement consultatif. Et dès à présent, j'ouvre la boîte de Pandore
puisque je vous explique depuis tout à l'heure la nécessité du respect du droit, la possibilité pour les citoyens de contester les normes qui lui sont imposées en ayant accès au juge par un recours juridictionnel effectif. Et finalement, vous verrez tout au long de mon propos que tous les outils à disposition ne sont que des outils consultatifs. Ce n'est que récemment des outils consultatifs, c'est-à-dire sur la réalité de l'existence d'une violation des droits fondamentaux par certains États, et que finalement les outils existants sont inefficaces, il existe des outils consultatifs, et qu'il y a eu une avancée qui, au niveau européen, qui pour ma part me pose question, mais on en reparlera tout à l'heure, mais qui de fait commence à être exercée. Pour en revenir donc à cette agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, donc créée en 2007, un rôle essentiellement consultatif, et donc elle publie, alors là aussi hein, de manière très synthétique, elle publie donc un rapport annuel sur les questions relatives aux droits fondamentaux, en tout cas pour ce qui concerne ses domaines d'action. Elle souligne les bonnes pratiques dans certains pays, elle publie des rapports thématiques sur la base de ses analyses, elle fait des recherches, elle fait des enquêtes, elle publie des documents sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment un rapport annuel, et elle a encore, d'ailleurs, je crois que, enfin, c'est pas je crois, elle a tout récemment publié un rapport, donc 10 ans après le précédent rapport, sur cette fameuse charte. Elle a réalisé un manuel donc, de droit européen en matière d'asile, de frontières, d'immigration, toute une série d'études sur le respect des droits fondamentaux pendant la crise sanitaire. Elle peut aussi assister les institutions européennes et nationales dans le domaine des droits de l'homme, des libertés fondamentales. Donc, elle peut vérifier donc l'effectivité de certaines mesures, de l'adoption de certaines mesures, des législations qui sont adoptées pour voir si elles respectent les droits fondamentaux, s'il n'existe pas de discrimination. C'est notamment le cas avec la transformation numérique, avec le RGPD. Elle est appelée aussi à coordonner ses activités avec celles du Conseil de l'Europe, et notamment, alors Conseil de l'Europe qui ne relève pas, qui n'est pas le Conseil de l'Union européenne, hein, on est sur vraiment quelque chose de complètement différent, c'est une autre entité. Union européenne d'un côté, Conseil de l'Europe de l'autre. Ce sont deux entités bien distinctes, mais vous avez effectivement des bonnes pratiques, des échanges de bonnes pratiques, de collaboration intellectuelle qui permet de réfléchir et d'avancer sur la question des droits fondamentaux et plus précisément sur leur protection. Les partenaires donc, de cette agence, que ce soit les institutions européennes ou effectivement les institutions du Conseil de l'Europe, peuvent solliciter cette agence pour demander un avis, mais étant précisé que cette agence, effectivement, elle est libre aussi de produire les avis à volonté en toute discrétion. La question qui a été posée récemment, c'est parce que la Commission européenne, alors la Commission européenne, c'est la gardienne des traités. La Commission européenne, elle joue un rôle très important dans le fonctionnement de cette agence. Et la question qui se pose avec une acuité certaine ces derniers temps, c'est la question du mandat qui a été confié à cette agence, qui ne serait plus finalement borné à ce rôle finalement consultatif, mais qui mériterait peut-être, selon la Commission, d'être révisé et de lui permettre d'avoir une activité un peu plus opérationnelle, un peu plus effective, notamment, et bon courage à l'agence pour cela, dans le déclenchement et le suivi de la procédure de l'article 7 du traité sur l'Union européenne. L'article 7, c'est l'article du traité qui fait état de la possibilité de recourir à des sanctions, enfin, en bout de course, en fin de course, si je puis dire, lorsqu'il est constaté que dans des États membres, il existe des violations systématiques, récurrentes, régulières aux droits fondamentaux. Je vous disais tout à l'heure, je vous faisais la liste des différents mécanismes existants. J'ai commencé par l'Agence européenne des droits fondamentaux, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le tableau de bord, en deuxième point, donc le tableau de bord de la justice dans le cadre du semestre européen. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? L'Union européenne, en 2014, a institué ce que l'on appelle un semestre européen. Ce semestre européen, si vous préférez, c'est un cycle dans lequel, dans les 6 premiers mois de l'année,
vous avez des travaux de coordination politique, économique, budgétaire au sein de l'Union européenne et qui s'inscrivent dans le cadre de la gouvernance économique de l'Union. Ce semestre donne lieu à la mise en œuvre par les États membres de diverses réformes structurelles dans le respect donc, du droit de l'Union européenne, et notamment ce semestre européen pour permettre aux États d'engager ces réformes structurelles. Ben, pendant ce semestre, il est fait objet donc, de recommandations qui sont présentées sous forme de rapports à différents pays et qui sont donc proposées par la Commission, puis sont adoptées par le Conseil. Parmi ces réformes structurelles, il y a notamment, je suis un petit peu auto-centré sur le droit, la justice, mais c'est toute la question qui se pose ce soir. Parmi ces réformes structurelles se posent les réformes des systèmes judiciaires, notamment donc, ceux qui ont été évalués par le tableau de bord de la justice, et qui est finalement qui constitue une base de données comparée qui porte sur 3 caractéristiques dans des systèmes judiciaires, principalement l'indépendance, impartialité des juges, indépendance, qualité et efficacité de la justice d'un État membre. Voilà, et c'est en fonction de ces éléments que les États se voient proposer des recommandations en vue de procéder aux réformes structurelles qui paraissent devoir s'imposer pour permettre le respect des valeurs contenues dans les traités. Je vous disais dans un premier point, donc l'agence, le semestre européen dans un deuxième point. Troisième point, le mécanisme de coopération, de vérification. Alors, ce mécanisme de coopération, de vérification, il est propre à la Bulgarie et à la Roumanie, puisque, en effet, avant d'adhérer à l'Union européenne, vous devez normalement accepter ce que l'on appelle l'acquis, enfin, ce qu'on appelait l'acquis communautaire, l'acquis de l'Union européenne, c'est-à-dire tout le droit primaire, c'est-à-dire les traités, tout le droit dérivé, c'est-à-dire les règlements, les directives, les décisions, mais aussi la jurisprudence, donc toutes les décisions de justice, tout ce qui fonde le droit de l'Union européenne. Et il se trouve que lors de l'adhésion le 1er janvier 2007 par la Roumanie et la Bulgarie à l'Union européenne, ces deux pays présentaient encore quelques lacunes sur les réformes de leur système judiciaire et de lutte contre la corruption, mais aussi contre la criminalité organisée, et en tout cas pour ce qui concerne la Bulgarie, pas pour la Roumanie. Et ces lacunes pouvaient rendre difficile l'adhésion de ces États. Elles pouvaient rendre également difficile l'application efficace de la législation européenne, ainsi que des programmes de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle a été donc adopté ce mécanisme de coopération et de vérification qui a été donc mis en place par deux décisions de la Commission en 2006, préalablement donc à l'adhésion de ces deux pays membres. Et ce mécanisme, ce n'est pas un mécanisme qui a pour but de taper sur les États, hein, que les choses soient bien claires. C'est un mécanisme qui a pour but d'aider ces deux pays justement à pallier, à résoudre leurs lacunes, mais aussi de vérifier de manière régulière les progrès qu'ils ont pu accomplir au regard des critères donc, de référence. Donc, je sais de mémoire, je crois qu'il y avait 4 critères pour la Roumanie, 5 ou 6 critères pour la Bulgarie. Je ne les connais pas par cœur, je m'en excuse, mais c'est un peu compliqué de tout retenir. Et ce mécanisme, donc, a été l'occasion de traiter des questions relatives à l'état de droit, mais curieusement, alors que ces pays pouvaient ne pas répondre de cette définition de l'état de droit au moment de l'adhésion, on leur a fait confiance, enfin l'Union européenne leur a fait confiance, on a dit, vous rentrez avec nous, bienvenue dans la danse, venez avec nous et on va vous accompagner pour vous aider à effectuer vos réformes. Et donc, c'est devenu un sujet post-adhésion et non plus comme étant la notion d'état de droit n'est plus devenue un critère qui justifie un report de l'adhésion à l'Union européenne. Alors, c'est peut-être... Là, j'ai aucune, je n'ai pas de discours pour ou contre l'adhésion des pays d'Europe centrale et orientale, ni de la Bulgarie, ni de la Roumanie. Personnellement, je trouve ça très bien. Mais le fait d'avoir mis en place ce mécanisme en acceptant ces pays pour permettre justement de relever le niveau de ces pays en matière économique, en matière de droits fondamentaux, peut effectivement poser la question du respect des valeurs. Et le signal, symboliquement, le signal qui peut avoir été donné, c'est de se dire que finalement, la notion d'état de droit, ce n'est pas si important pour adhérer à l'Union européenne. C'est la difficulté.
Alors, c'est la difficulté. Alors, ce mécanisme, il faut savoir qu'il est toujours en vigueur. Concernant la Bulgarie et la Roumanie, et la France a notamment estimé tout récemment qu'il était prématuré de mettre fin à ce mécanisme et qu'il fallait le maintenir encore un temps de manière à ce que les objectifs soient pleinement atteints par la Bulgarie et la Roumanie. Là aussi, c'est quand même, on peut porter une critique sur cet élément. Alors, bien entendu, c'est la France qui s'exprime à travers les institutions européennes, mais il y a tout un débat politique, diplomatique qui se pose, et rien ne justifie, j'allais dire, qu'un pays impose sa vérité aux autres pays, puisque la Bulgarie et la Roumanie sont autant souverains que ne l'est la France, et donc c'est un travail en commun au niveau des États membres, mais où chacun effectivement peut s'exprimer sur la nécessité, la réalité. La souveraineté ne permet pas non plus de se réfugier derrière les carences et les manquements, et on doit pas non plus, on doit faire un travail de vérité sur le respect des droits fondamentaux et sur l'intention d'adhérer à l'Union européenne en respectant donc au-delà des valeurs, mais de respecter finalement le droit de l'Union européenne. Le cadre, pour aborder un autre point, donc le cadre de l'Union européenne qui permettrait donc de renforcer l'état de droit, c'est un nouveau cadre qui est un cadre, on va dire, à vocation précontentieuse et qui repose quand même sur le dialogue. Enfin, essentiellement sur le dialogue puisqu'il est précontentieux. Et que depuis 2013, enfin dès septembre, c'était en septembre 2013, c'est Madame Viviane Reding qui est donc ancien commissaire européen à la justice, qui déjà annonçait une crise de l'état de droit, et que cette crise de l'état de droit, elle révélait des problèmes de nature systémique, donc c'est-à-dire de fonctionnement des institutions européennes et finalement de délitement, de détérioration de l'Union européenne. Ici, la Commission européenne, qui était présidée à l'époque par Jean-Claude Juncker, comprenait donc un vice-président qui s'appelle Frans Timmermans, qui lui a été chargé donc de ces questions relatives au respect de l'état de droit. Et face à des atteintes de plus en plus fréquentes et affirmées, cette Commission européenne a souhaité adopter une démarche de nature, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, précontentieuse, reposant sur le dialogue donc, et dès 2014, elle a proposé un nouveau cadre pour renforcer l'état de droit, dans l'objectif de rendre l'article 2 du traité plus opérationnel. Je vous disais tout à l'heure, l'article 2, c'est l'article qui énonce les principes d'égalité, de liberté, de non-discrimination, etc. Et donc, cet article étant rédigé en des termes tellement larges, étant inapplicable en l'état, si ce n'est dans sa généralité et dans les politiques et les objectifs qu'il permet de suivre et d'engager, mais il n'est pas, à proprement parler, un article qui est suffisant pour rechercher une quelconque responsabilité et pour visiter tel ou tel autre État pour dire mais attendez, là vous êtes en train d'aller à l'encontre des droits fondamentaux, donc on va vous attaquer devant la Cour de justice et donc on va vous condamner. Je reviendrai sur ces mécanismes ultérieurement. Oui. Est-ce que ce serait possible un peu de parler un peu plus lentement pour les interprètes? Je vais accélérer. Ok, merci. Donc, cet outil de mécanisme, et je m'excuse auprès des interprètes, c'est vrai que c'est un travail, et je les remercie, j'ouvre une parenthèse, je tiens vivement à les remercier, que c'est un travail extrêmement compliqué. J'ai travaillé quelques années à la Cour de justice, je voyais donc ces interprètes qui faisaient un travail titanesque, extrêmement difficile de pouvoir traduire en simultané des textes juridiques, et je profite de ce soir des interprètes qui traduisent mon propos, de les remercier, de les féliciter, et je vais faire un effort en vous présentant mes excuses. Donc, ce mécanisme de discussion, ce mécanisme précontentieux, c'est finalement, en résumé, un mécanisme d'alerte. On tire le signal d'alarme, on dit « Oula, attention, là, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bien, vous êtes en train d'aller à l'encontre
de nos valeurs fondamentales, on va engager la discussion. Et donc, cet engagement, cette discussion, elle va se faire en 3 étapes. Une première étape qui est une évaluation, c'est-à-dire que dans cette première étape d'évaluation, la commission va examiner la réalité des atteintes aux droits. Donc, une phase d'évaluation dans un premier temps. Dans un deuxième temps, vous avez une phase de recommandation. Une fois qu'on a fait le constat de dire, bah, attention, là, il y a un problème, là, il y a encore un autre problème, ici, il y a encore un autre problème, la commission va faire, dans un deuxième temps, des recommandations. Et une fois que ces recommandations ont été faites, les États vont les appliquer, ou sont censés les appliquer. Et donc, nous rentrons ici dans une troisième phase, qui est une phase de suivi. Et donc, c'est dans cette phase de suivi, donc troisième étape, la commission contrôle effectivement que l'État applique la recommandation que la commission lui a adressée. Alors, là aussi, j'ouvre une très grosse parenthèse, ce mécanisme de discussion ne concerne pas toutes les menaces ou les violations systémiques qui affectent l'état de droit. C'est des discussions qui portent explicitement, qui portent fondamentalement sur la violation des règles prévues dans le traité. L'activation donc de ce mécanisme de dialogue, il n'a été activé qu'une seule fois, en 2016, en janvier 2016, avec la Pologne. Ici, la Commission donc, a mis en œuvre donc, son nouveau cadre pour l'état de droit, comme je vous l'expliquais, et elle l'a mis en œuvre donc, en 2016 avec la Pologne. Elle a discuté avec elle donc, sur les réformes que ce pays avait engagées, et plus précisément sur les réformes relatives au tribunal constitutionnel polonais, ainsi que sur les modifications apportées à la loi sur la radio et la télévision publique. En juin suivant, donc c'est-à-dire en juin 2016, la commission a décidé donc de formaliser un avis, d'émettre un avis qui finalement résume l'évaluation de la situation que la commission a pu faire donc de la situation en Pologne. Et là, s'est engagée donc une première étape du processus, à savoir donc la première étape de constat, puis de deuxième étape, c'est-à-dire bon là j'ai mis un avis, je vous demande de respecter certaines recommandations que la Pologne donc devait effectivement appliquer. Ça c'est le travail de la Commission. Mais de son côté, le Parlement européen a également adopté plusieurs résolutions, je ne vais pas rentrer dans le détail, et plusieurs résolutions qui font état des difficultés rencontrées. Notamment en 2017 de mémoire, enfin, il y a 3-4 ans, où le Parlement européen faisait état que le Parlement européen devait se montrer rester vigilant sur l'évolution des droits fondamentaux. Et plus récemment encore, donc ça c'est tout récent, c'était en novembre 2020, le Parlement européen a émis une énième résolution sur le droit à l'avortement en Pologne et qui condamnait justement alors cette résolution, ce sont des résolutions politiques, hein, donc dans la forme de ces résolutions, les propos sont toujours très moins diplomatiques que les avis du Conseil, que les décisions du Conseil ou que les positions de la Commission européenne. C'est l'expression de volonté politique et effectivement, donc, ce sont des critiques très vives adressées au tribunal constitutionnel polonais sur le recul de la santé, des droits des femmes en matière de sexualité et de procréation en Pologne. Et le Parlement européen qui a pu rappeler encore ici avec beaucoup de critiques non pas la Pologne, mais en tout cas le gouvernement polonais et les politiques menées en Pologne, sur toutes les restrictions qui visent à interdire l'accès aux soins en cas d'avortement. Je referme donc ce volet, parce que je vois que j'ai bientôt épuisé mon temps de parole, mais j'ai encore 2 points à aborder.
à savoir les mécanismes de sanctions, avant d'aborder donc le paradoxe de la non-adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, quatrième point, les mécanismes de sanctions. Alors, les mécanismes de sanctions, c'est, selon l'expression de José Manuel Barroso, l'ancien président de la Commission européenne, le premier mécanisme, c'est l'article 7 du traité sur l'Union européenne. Et selon le président Barroso, cet article, c'est l'option nucléaire. C'est l'option nucléaire parce qu'effectivement, cet article, il prévoit 2 volets, si vous préférez. Je ne vais pas vous lire l'article parce que c'est compliqué, parce que c'est technique et parce que je ne veux pas être cruel avec les interprètes, même si je sais qu'ils sont très compétents pour traduire ce que j'ai à dire, et que moi, je serais de toute façon incompétent pour traduire dans vos langues respectives mon propos. Cet article 7 contient 2 volets. Il y a un volet préventif qui peut être enclenché en cas de risque clair de violation grave de l'état de droit dans un État membre. Donc vous avez un volet préventif qui peut être enclenché lorsqu'il existe un risque clair de violation grave de l'état de droit dans un État membre. Et vous avez un volet répressif de sanctions, de condamnation, de poursuites en tout cas. Avant de parler de condamnation, c'est plutôt des poursuites. La condamnation, c'est la Cour qui condamne et pas la Commission. Volet répressif qui ne peut être déclenché que dans le cas où, effectivement, il existe réellement une violation grave, persistante par un État, aux valeurs qui sont posées à l'article 2. Une fois que ce volet préventif et ce volet répressif sont actés, sont objectivés, sont posés et sont vérifiés, c'est-à-dire qu'il y a véritablement une violation grave et systématique des valeurs prévues à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, le Conseil de l'Union européenne peut décider à la majorité qualifiée de suspendre certains droits, notamment les droits de vote au sein du Conseil. Cette procédure, elle est néanmoins très lourde à mettre en œuvre, et elle est tellement lourde, c'est pour ça que le président Barroso l'avait qualifiée d'option nucléaire, mais elle est extrêmement compliquée. De surcroît, cet article 7, et c'est une critique qui a été notamment émise par le Sénat tout récemment, le Sénat français, il souffre d'une absence, il souffre d'une étape intermédiaire qui permettrait une mise en œuvre graduelle. En effet, actuellement, la procédure, si la procédure, donc, soit la procédure, pardonnez-moi, n'est pas déclenchée, donc aujourd'hui, vous avez un article 7 qui permet donc de, par exemple, soustraire, enlever, supprimer temporairement le droit de vote à un État qui violerait systématiquement le droit de l'Union européenne. Donc, soit la procédure n'est pas déclenchée et il ne se passe rien, soit on prend des mesures, mais les sanctions sont massives. Puisque en voulant condamner l'État, on condamne aussi, et ça il ne faut pas le perdre de vue, c'est que vous avez derrière tout un peuple. Vous avez des citoyens de l'Union européenne. Quand on parle de la Pologne, on parle de la Hongrie notamment, on parle de la Roumanie, de la Bulgarie, on parle de Malte, sur les procédures qui sont actuellement en cours. Mais derrière ces mesures de sanctions, ceux qui vont être préjudiciés, ce sont les citoyens de l'Union européenne. Les Hongrois, les Polonais, les Maltais. Donc, toute la difficulté dans la mise en œuvre de ces sanctions, c'est de toucher les gouvernements aussi longtemps que l'on considère que leur politique porte atteinte aux droits, mais la difficulté, c'est d'éviter, excusez-moi l'expression, voilà, le terme encore m'échappe, je m'excuse, pardonnez-moi, voilà, les dommages collatéraux, c'est d'éviter les dommages collatéraux, c'est-à-dire il faut éviter que les populations souffrent finalement d'une politique menée par un État, notamment en se voyant supprimer des aides par les fonds structurels, en voyant des programmes européens retardés parce que l'État est en violation du droit et que ces aides ou ces fonds structurels ou des mesures ne puissent pas bénéficier aux citoyens de l'Union européenne. Elle est là la difficulté aussi. Et donc, cet article 7, il est très difficile à mettre en œuvre d'un point de vue, j'allais dire,
d'un point de vue juridico-juridique, mais aussi et surtout sur un niveau politique et diplomatique. Il existe néanmoins des limites à cet article 7. Alors aujourd'hui, cet article 7, il a été déclenché contre 2 États, vous le savez, vous suivez l'actualité, en l'occurrence la Pologne et la Hongrie, mais cet article 7 déclenché contre ces États, aujourd'hui, il est dans l'impasse. C'est un, j'allais dire, c'est un feu de paille, ce n'est absolument pas effectif. Cet article 7, je précise aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, ils ont été mis en œuvre, mais selon des modalités différentes pour la Pologne et pour la Hongrie. Alors, pour ce qui concerne maintenant les limites posées à cet article, qui permet donc de prendre des sanctions contre certains États, enfin des sanctions notamment par la suspension du droit de vote, il existe d'autres moyens de sanctions qui sont plus des moyens politiques ou diplomatiques, ce sont des moyens juridiques. Ce sont des moyens juridiques qui ont été, qui sont le fruit de l'interprétation de la Cour de justice, notamment, enfin, validés par la Cour de justice, et qui sont des moyens finalement prévus dans les traités, ce qu'on appelle les recours en manquement. Recours en manquement, et quand je dis par la Cour de justice, parce que c'est l'interprétation de la Cour de justice, quand je dis que, que ça a été posé par la Cour de justice, la Cour de justice n'a pas inventé le recours en manquement. Le recours en manquement, c'est un outil qui existe dans le traité contre tout État qui viole le droit européen. Je vous donne un exemple. Vous avez dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, alors là aussi une petite précision, traité sur l'Union européenne, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Traité sur l'Union européenne, c'est un traité qui contient finalement les objectifs politiques de l'Union européenne. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est un traité, comme dit son nom, sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment, mais pas que, les libertés fondamentales, c'est-à-dire la liberté de circulation, la liberté d'établissement, la circulation des capitaux, la liberté... il y en a un qui m'échappe, ça me reviendra tout à l'heure. Donc ce recours en manquement est prévu, donc ce traité sur le fonctionnement européen, donc fait état donc des libertés, du respect des libertés, fait état donc des institutions de l'Union européenne, des voies de recours qui existent et qui sont donc attribuées à la Cour de justice, qui prévoit aussi qui prévoit les compétences entre l'Union européenne, les États membres, etc., etc. Quand je dis que la Cour de justice, elle intervient donc au titre donc de ces recours en manquement comme étant l'ultime rempart dans la protection des droits fondamentaux, c'est par le biais bien sûr de son interprétation. Le recours en manquement, c'est quoi? C'est lorsqu'un État prend une décision qui porte atteinte à une liberté fondamentale, en interdisant par exemple l'entrée sur son territoire d'autres citoyens de l'Union européenne, en rétablissant des contrôles aux frontières, il peut s'exposer, en tout cas sa réglementation, par l'intermédiaire de sa réglementation, cet État peut s'exposer à un recours en manquement. Alors, le recours en manquement, très brièvement, là aussi, vous avez une première étape qui est celle de constater la réalité de la situation, une étape de discussion, et si l'État ne se conforme pas, il ne rentre pas, j'allais dire, dans le respect des traités, à ce moment-là, il y a une mise en demeure, et si la mise en demeure n'est pas respectée, c'est la saisine de la Cour, et ça peut aller jusqu'à la condamnation de l'État. Donc, il faut savoir donc, que ce recours en manquement, c'est d'abord la Commission européenne qui, en tant que gardienne des traités, a élargi finalement les motifs de mise en œuvre de cette procédure d'infraction au respect donc, de l'état de droit. Donc, ce recours en manquement contre les États qui ne respecteraient pas les libertés fondamentales, qui ne respecteraient pas les politiques européennes, il est désormais utilisé par la Commission européenne, y compris contre les États qui ne respectent pas la notion d'état de droit, ou en tout cas des valeurs. Et c'est ainsi qu'en juillet 2017, la Commission a saisi la Cour de justice pour un recours en manquement contre la Pologne, notamment sur le risque d'indépendance de la justice. En juin, je crois que c'était en juin, bon, enfin en tout cas dans l'année 2019, je crois que c'est juin et novembre de mémoire, mais c'est la Cour donc, a condamné la Pologne à 2 reprises
puisque cet État avait adopté 2 législations qui étaient contraires aux conditions d'admission à la retraite des juges, mais aussi s'agissant donc, bon là c'était sur un volet, j'allais dire, de questions de retraite relatives aux juges, tant des juges de la Cour suprême que des juridictions ordinaires. Une autre condamnation de la Cour de justice pour un autre recours en manquement, toujours contre la Pologne, s'agissant donc de la composition de la chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise. En 2020, alors là, c'est pas un jugement, c'est une ordonnance de référé, c'est-à-dire une mesure urgente. La Cour de justice a ordonné des mesures provisoires qui tendent à la suspension donc, de l'activité de cette chambre disciplinaire, puisque la Pologne ne s'était pas conformée à l'arrêt. Voilà pour quelques exemples pratico-pratiques que je peux vous donner. Je peux vous donner un autre exemple avec la Pologne, qui elle aussi a fait l'objet de condamnations par la Cour de justice pour non-respect donc, de ses obligations juridiques en matière de relocalisation de demandeurs d'asile au titre, c'était donc au titre du programme européen c'était un programme européen temporaire donc de relocalisation d'urgence de 2015. Et donc première condamnation là-dessus, et aussi pour la législation hongroise relative donc aux organisations gouvernementales qui bénéficient de capitaux étrangers, également sur la loi sur l'enseignement supérieur. Et je crois que c'est tout, hein, je crois que c'était tout sur ces condamnations-là. Lorsque l'État est condamné, donc je me répète, mais c'est important, il doit donc tout mettre en œuvre et essayer de se conformer aux arrêts de la Cour de justice ou aux ordonnances. Là, je vous ai fait état donc, des arrêts contre la Pologne, d'une ordonnance qui a été rendue également contre la Pologne en urgence pour qu'elle se conforme rapidement aux obligations qui sont les siennes. C'est le cas également de la Hongrie. Et donc, c'est la Commission, donc toujours gardienne des traités, qui vérifie que cet arrêt est correctement appliqué. Et si ce n'est pas correctement appliqué, à ce moment-là, saisine de la Cour et condamnation à des sanctions financières contre les États. Voilà ce que je peux dire. Ce qui fait que pour engager une action en responsabilité, en manquement plus précisément contre les États, il faut l'obligation, c'est celle qui tend à vérifier, à identifier une violation par l'État membre d'une disposition précise du droit de l'Union européenne. Or, et là c'est là que c'est aussi difficile, il existe parfois des situations qui sont préoccupantes, puisqu'il y a des dispositions, des situations qui ne relèvent pas nécessairement du champ d'application du droit de l'Union européenne, qui ne sont pas et qui ne relèvent pas et qui ne répondent pas à une violation d'une disposition juridique. Pour faire simple, pour engager une action contre un État, il doit violer le droit de l'Union européenne, et que parfois, c'est plus sournois, c'est plus subtil, c'est plus pervers, c'est plus vicieux. Vous avez des situations où la disposition juridique européenne n'est pas violée, mais où l'État, dans les politiques mises en œuvre, peut présenter une menace systémique pour l'État de droit, peut présenter une menace aux valeurs prévues dans le traité, à l'article 2 notamment, puisque celui-ci étant écrit et rédigé en termes trop généraux, ce n'est pas suffisant pour pouvoir rechercher une responsabilité de l'État, en tout cas dans certaines situations. De sorte que on arrive à ce constat qu'il n'existe pas finalement de dispositif systémique pour répondre à une menace systémique. C'est en ce sens que, et c'est pourquoi d'ailleurs, face à cette situation où effectivement il n'existe pas de violation du droit, mais il existe une menace réelle sur les valeurs, il y a une forme de pression, il y a un environnement qui pose question, et c'est en ce sens que la Cour de justice de l'Union européenne, elle peut constituer, et elle constitue finalement le dernier rempart dans la protection des droits fondamentaux. Alors,
Cela dit, là, je reprendrai et je ferai mien les propos de M. Bonichot. M. Bonichot, c'est le juge français à la Cour de justice de l'Union européenne, qui précise que même si la Cour de justice est devenue ce rempart pour la protection des droits fondamentaux, la Cour de justice n'est pas devenue une Cour des droits de l'homme. Ce n'est pas la mission qui lui est confiée, et ce n'est pas parce que la Charte des droits fondamentaux existe que la Cour de justice serait devenue justement une Cour des droits de l'homme. Le travail de la Cour de justice de l'Union européenne se borne finalement à appliquer les textes européens, indirectement, effectivement, dans le respect, puisque ce droit européen, il est fondé, c'est pas, quand je vous parlais d'état de droit et de respect de l'état de droit, c'est le respect du droit, et ce n'est pas n'importe quel droit, c'est le droit qui répond aux droits fondamentaux. Et c'est ça le travail de la Cour de justice, c'est d'appliquer le droit de l'Union européenne, et ce droit de l'Union européenne qui est conforme aux droits fondamentaux. Mais ce n'est pas un travail qui est celui, en comparaison, de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, elle, applique la Convention européenne des droits de l'homme et qui ne porte que sur la protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales. Ce que je peux dire, c'est que donc d'un point de vue formel, un état de droit, c'est un état qui agit au moyen du droit et qui se soumet à ce dernier, que d'un point de vue matériel, l'état de droit ne doit pas se soumettre, comme je vous le disais à l'instant, à n'importe quel droit, mais à un droit qui est protecteur des droits fondamentaux. Voilà pour ce point-là. Je vais essayer d'avancer pour essayer de terminer. Ça va être un peu compliqué, je m'excuse pour le retard. Vous avez donc depuis peu, suite à une proposition du Parlement européen, un mécanisme approfondi pour la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux. Et donc la création de ce mécanisme, donc à l'initiative du Parlement européen à la Commission européenne, là aussi je vais aller très vite, n'est pas très effectif puisque la Commission européenne s'est vue relancée par le Parlement européen pour mettre en œuvre ce mécanisme. Il a réitéré ses positions, le Parlement je parle, a réitéré ses positions en 2018 sur le besoin d'un tel mécanisme, en soulignant notamment que c'était effectivement très urgent, et le Parlement européen donc, a invité la Commission, invite le Conseil, notamment pour adopter un pacte de l'Union pour la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux. Vous avez donc d'autres mécanismes qui sont pas inintéressants. C'est le cycle d'examen de l'état de droit, donc qui répond un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure sur les mécanismes existants aux outils de veille pour vérifier donc l'état de respect du droit par les États membres. C'est le rapport annuel donc, sur la situation de l'état de droit dans l'Union européenne. Ça, c'est un cycle d'examen de l'état de droit que présente la Commission européenne. Donc, un rapport annuel présenté chaque année par la Commission européenne sur le respect de l'état de droit par les États membres. Vous avez d'autres fondements juridiques, notamment donc, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. J'en ai pas beaucoup parlé, j'en parlerai. Je vais en parler un petit peu ici, qui est un potentiel à exploiter. C'est comment dire, c'est une charte donc, qui prévoit donc, les droits fondamentaux comme son nom l'indique, et pour laquelle donc, le Parlement européen a déjà demandé une actualisation de toute urgence, donc pas de la charte, mais en tout cas de la stratégie de la Commission européenne en 2010, j'en ai déjà fait état tout à l'heure, pour actualiser cette charte au défi d'aujourd'hui, c'est-à-dire notamment la violation, en tout cas la question de la violation des droits fondamentaux. Si ce n'est pas la violation des droits fondamentaux, c'est la question de la violation par certains États des valeurs prévues par le traité, et donc d'adapter les outils juridiques à cette actualité qui renvoie finalement à des propos populistes qui décrédibilisent l'Union européenne et qui mettent finalement en difficulté
tout l'édifice européen, notamment pour ce qui concerne la protection des droits fondamentaux. Donc vous avez d'autres dispositions, enfin pas dispositions, vous avez d'autres outils comme le plan d'action pour la démocratie européenne, et vous avez donc un nouveau dispositif, c'est sur celui-ci que je vais quasi conclure mon propos. C'est un dispositif donc, de portée financière, c'est l'outil peut-être, j'allais dire efficace, mais qui moi me pose question. C'est l'outil dispositif de portée financière, c'est celui de conditionner les fonds structurels dont je vous faisais état tout à l'heure, les aides aux États, selon le respect de l'état de droit. Comme je vous disais il y a quelques minutes, le fait de conditionner l'attribution de fonds structurels aux États impactera les citoyens. En miroir ou en réponse, on peut considérer aussi que dans ces États, où peut se poser la question de manœuvres illégales, de manœuvres frauduleuses pour détourner ces fonds, puisqu'il y a des procédures en cours, de toute façon, ne pourront pas être attribués ces fonds structurels, du fait de l'existence de comportements en violation de la loi, ne pourront pas aller aux véritables destinataires. Donc, la question se pose, la question donc, de la conditionnalité de l'état de droit pour bénéficier de ces fonds structurels se pose, mais elle se pose quand même avec difficulté, compte tenu de l'incidence que cela peut avoir donc, sur les citoyens de l'Union européenne. Alors, vous avez sur ce point, vous le savez, il y a un compromis qui est intervenu en 2019 entre le Parlement européen et le Conseil, justement sur ce mécanisme de conditionnalité. Ce mécanisme donc, doit être déclenché en cas de violation des principes de l'état de droit. Il faut que les cas de violation cités donc, doivent être larges, doivent inclure l'indépendance de la justice, ils doivent inclure le défaut de correction des décisions arbitraires ou illégales. Ces violations doivent concerner la limitation, le fait de ne pas pouvoir accéder au juge. Comment vous dire, voilà pour quelques éléments, et la Pologne et la Hongrie ont estimé que ce compromis donc du mois de novembre 2020 n'était pas conforme au précédent Conseil européen, donc là on reste un petit peu dans la politique, et finalement pour essayer de débloquer cette situation politique entre tous les États membres, et notamment avec la position de résistance de la Hongrie et de la Pologne, c'est l'Allemagne, hein, si je me rappelle bien, qui avait fait une déclaration interprétative pour essayer de calmer le débat et permettre donc d'avancer sur l'adoption notamment des budgets. Ces conclusions, les dernières conclusions donc, du Conseil européen donc, du mois de décembre de 2020, elles ont reçu une valeur normative dans un règlement de 2020, donc décembre 2020, 16 décembre 2020 précisément, et c'est ce règlement de 2020 qui définit pour la première fois, et là on a une nouvelle base juridique qui n'est pas inintéressante, qui définit pour la première fois ce qu'est un état de droit. Alors, je vais vous lire l'article parce que c'est quand même intéressant. Cette notion d'état de droit prévue dans le règlement, elle concerne donc le principe de légalité, donc au sens de loi, donc principe de légalité. Et ce principe de légalité, il suppose un processus législatif transparent, responsable, démocratique, pluraliste. Cet état de droit, il implique également le respect des principes de sécurité juridique. Qu'est-ce que ça veut dire la sécurité juridique? Ça veut dire que le 6 mai 2021, on adopte une réglementation, et puis finalement, le 6 juin 2021, on adopte une réglementation complètement contraire, de sorte qu'on est dans une insécurité. Donc la sécurité juridique, c'est d'avoir une cohérence dans la réglementation et la législation.
d'interdiction, donc l'état de droit, c'est aussi l'interdiction de l'arbitraire, du pouvoir exécutif, c'est la protection juridictionnelle effective, notamment par l'accès à la justice. Et cet accès à la justice, il doit être réalisé et assuré par des juridictions indépendantes et impartiales qui devront donc se prononcer sur les droits fondamentaux, sur la séparation des pouvoirs, la non-discrimination, l'égalité devant la loi. Je termine rapidement avec le dernier point. Vous allez me dire, mais finalement, bon, il y a tous ces outils. On a bien compris que l'état de droit, c'est le respect du droit. On a bien compris que le droit, c'est pas n'importe quel droit, ce sont les droits fondamentaux. Très bien, donc tout ça, c'est très beau. C'est très beau parce que dans le traité, effectivement, il existe des outils, mais ce sont des outils finalement qui sont inefficaces. On retient également que nous avons des institutions, Parlement, Commission européenne. Alors, on a d'un côté un Parlement européen qui s'agite, qui s'excite, qui s'énerve, mais finalement qui n'adopte que des résolutions, qui n'a aucune force contraignante. On a une commission qui, en qualité de gardienne des traités, essaye en tout cas de discuter et, dans certains cas, se trouve dans l'obligation de saisir la Cour de justice. Et c'est la Cour de justice qui doit trancher effectivement la réalité d'une violation qui peut être constatée. Et en vous disant tout cela et en vous ayant rappelé cette notion d'état de droit, on peut se poser la question, mais qui contrôle, puisqu'on doit contrôler les États, on doit contrôler les actes des États membres pour qu'ils soient conformes aux droits fondamentaux, mais finalement, qui contrôle les actes de l'Union européenne? Alors, ces actes-là, ils sont contrôlés par la Cour de justice, par le biais du renvoi en appréciation de validité, question préjudicielle en appréciation de validité. Donc, ce contrôle, il existe. L'état de droit de l'Union européenne, il est réel. Mais qu'en est-il du respect de l'état de droit concernant les droits fondamentaux? Alors là aussi, on pourra me poser la critique, dire mais non, mais on a des outils, on a la jurisprudence, on a la Charte des droits fondamentaux, on a les traités, certes, mais les droits fondamentaux, ils sont aussi appréciés et jugés par la Cour européenne. Pourquoi l'Union européenne, puisqu'elle a une personnalité juridique et qu'elle peut adhérer à la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui serait un signal très fort pour les États membres, puisque vous le savez, ou vous ne le savez pas, mais en tout cas je vais vous le dire, pour adhérer à l'Union européenne, je vous parlais tout à l'heure de l'acquis communautaire, ça veut dire que tous les États membres de l'Union européenne doivent être également membres de la Convention européenne des droits de l'homme. L'Union européenne est en capacité juridique d'adhérer à cette convention, pourquoi ne le fait-elle pas? Elle ne le fait pas peut-être parce que cela pose une question, là aussi, d'indépendance des juges. Puisque l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme pourrait aboutir finalement à contrôler les décisions des juges de l'Union européenne par les juges du Conseil de l'Europe. Et donc, c'est toute la question de l'indépendance des juges qui est posée. Et c'est sur ce point que je termine mon propos et m'excuse pour le retard que j'ai pris sur mon intervention, en vous remerciant. Merci Stéphane pour cet exposé très intéressant. Peut-être y a-t-il des questions? Oui, merci oui, pour l'exposé. Je voulais juste d'ailleurs rebondir sur ce que vous disiez sur la Pologne, en attendant que des questions se présentent. Ah, j'en vois une. Alors, elle est un peu longue, donc mais je vais finir ce que j'allais entamer de dire. C'est que la Cour de justice de l'Union européenne a juste avant juste avant que la conférence commence, à propos de la Pologne et de cette réforme sur les juges, a estimé évidemment que c'était pas une réglementation conforme, enfin une réforme conforme au droit et aux valeurs de l'Union européenne. Donc c'était juste pour implémenter, enfin rajouter ceci à vos propos. Effectivement, la difficulté que nous avons, et c'est vrai que quand on parle de la Pologne, quand on parle de la Hongrie, quand on parle de la Bulgarie, de Malte, parce que bon, et Malte aussi a rencontré des difficultés suite à l'assassinat d'une journaliste, effectivement, c'est des discours, il n'y a pas de passion, c'est pas contre ces pays, les choses soient claires, c'est pas contre les citoyens hongrois, c'est pas contre les Polonais, c'est pas contre les Maltais, c'est contre une situation ciblée, c'est contre un système, mais un système qui est susceptible
quand je dis de porter atteinte aux droits de l'Union européenne, vous n'avez pas d'un côté l'Union européenne et d'un côté vous avez la Hongrie, vous avez Malte, vous avez ces États-là. Ces États-là, ils sont dans l'Union européenne. Et donc, ces États, quand on dit qu'ils violent le droit européen, mais c'est aussi par rapport au peuple, à leur propre peuple. C'est ça aussi qu'il faut mettre en perspective. Voilà. Je réponds à vos questions, excusez-moi. Oui. Donc je vois que c'était un commentaire plus sur sur la forme, donc c'était pas vraiment une question. Du coup, je vais poursuivre peut-être avec l'actualité aussi sur le plan de relance, mais toujours avec cette histoire de Pologne, de Hongrie, de respect de l'état de droit. Est-ce que vous ne pensez pas que la clé un petit peu à tous ces problèmes, c'est que les valeurs, enfin en tout cas le respect des valeurs dans n'importe quel acte que passe l'Union européenne ne soit pas soumis au vote à l'unanimité, puisqu'au finalement, on a vu que le veto, que ce soit polonais ou hongrois, a quasiment bloqué le plan de relance, par exemple, récemment. Alors, ça me pose difficulté ce que vous me dites, parce que dire que ce n'est pas l'unanimité, c'est pour moi une insulte faite aux États et à leur souveraineté, à leur pouvoir de décision. Alors, je ne veux pas faire le propos des gouvernants polonais et hongrois, je ne suis pas dans cette mouvance politique, ce ne sont pas mes idées. Je parle simplement qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas une fédération d'États, nous sommes des États souverains, nous sommes tous égaux, et que si nous appliquons ce type de dispositif en disant toi on va te retirer le droit de vote parce que tu nous poses des difficultés, on t'écarte, on ne veut pas de toi, ça questionne, ça interroge et ça doit interroger sur la réalité du respect de l'état de droit par nous-mêmes, la France, l'Italie, l'Union européenne en tant que telle. Donc cette question de l'unanimité, elle est très compliquée, mais elle est aussi compliquée dans d'autres domaines. Je pense si on doit sortir de droits fondamentaux en termes de fiscalité, c'est catastrophique. On pourrait faire des avancées extraordinaires en termes de fiscalité. On a cette règle de l'unanimité, c'est très compliqué. Mais c'est le jeu diplomatique, c'est le jeu de l'égalité des États. Voilà, j'ai du mal aujourd'hui, en tout cas dans le format politique, juridique, structurel de l'Union européenne, d'accepter que tel État soit moins bien traité qu'un autre. Un État doit être traité comme tout autre État membre. Si maintenant un État manque à ses obligations, il doit en répondre devant la justice. C'est comme un citoyen. Tous les citoyens sont libres et égaux. Chacun doit voir ses droits respectés. Et si effectivement, à un moment donné, on est en dehors des clous, on viole le droit, bah à ce moment-là, on doit en répondre devant la justice. C'est le cas avec les recours en manquement contre la Hongrie, contre la Pologne. Et effectivement, après, il faut prendre des mesures. Mais après, c'est de prendre des mesures plus fortes. Alors peut-être que la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit aller plus loin? Est-ce qu'on doit aller jusqu'à l'exclusion des États? Là aussi, je ne suis pas convaincu, parce que quand on voit le fiasco du Brexit et les difficultés, enfin, je ne vais pas parler de fiasco parce que l'Europe, enfin en tout cas l'Union européenne a fait un travail remarquable dans la gestion du Brexit, mais quand on voit toute la complexité que cela comporte, mais là aussi, je veux dire, il ne suffit pas de dire, bah, toi, tu ne respectes pas telle et telle norme, là aussi, on va t'exclure. Ce n'est pas ça la volonté, l'objectif de l'Union européenne. C'est de permettre à tous les citoyens, par un effet de levier, de garantir une base, un socle minimum de droits fondamentaux. Et comment on garantit ce socle minimum de droits fondamentaux? Ben, c'est aussi par le biais des fonds structurels, c'est le fait de donner des aides, par de la solidarité financière, de répartir des aides et de combler des diversités géographiques pour des activités dans certains pays, par l'éducation, par l'économie, par l'emploi, etc. etc. Voilà, pardon, je m'emporte, mais si vous avez d'autres questions. Non, je vous remercie pour votre réponse, c'était très, très intéressant point de vue. C'est vrai que bon, c'est souvent ce qu'on entend, hein, que le vote à l'unanimité, bon, c'est vrai que ça fait respecter le droit de tout le monde, mais quand la majorité, en tout cas, veut aller dans une position et qu'un seul État bloque, c'est vrai que ça pose aussi problème pour ceux qui veulent aller de l'avant. Donc, dans une Europe à géométrie variable, c'est déjà le cas. Hein. On l'a vu avec l'euro, on l'a vu avec d'autres politiques européennes.
Mais là aussi, quelle Union européenne, si on commence à faire une géométrie variable dans diverses politiques, et il n'y a pas de géométrie variable, enfin, en tout cas, il n'y a pas de discussion, à mon sens, hein, mais ça, c'est l'avocat qui parle, il n'y a pas de discussion possible en termes de protection des droits fondamentaux. Tout le monde doit être traité de la même manière. Le socle, on a un socle de base minimum, et ce socle doit être, voilà, si les États veulent prendre des mesures supplémentaires, complémentaires, qui protègent mieux les droits fondamentaux, tant mieux, mais on ne peut pas aller en dessous de ce socle minimum. Ce n'est pas possible. Et l'état de droit, à mon sens, c'est sur ce point-là que doit, enfin, pas que doit, puisqu'elle le fait déjà, hein, mais c'est là-dessus que travaille la Commission européenne au quotidien. C'est vrai, je vous remercie. Je vois qu'il y a une question aussi dans le chat, donc je vais l'aborder. Donc, comment est-ce que la Cour de justice de l'Union européenne justifie la non-adhésion de l'Union européenne à la CEDH? Excusez-moi, j'ai pas compris. Ah, je revenais, pardon, sur la question dans le chat, sur un spectateur, je n'ai pas son nom, qui vous demande comment est-ce que la Cour de justice de l'Union européenne justifie la non-adhésion de l'Union européenne à la CEDH sur la base de son indépendance, alors que cela ne posait aucune difficulté lorsqu'il s'agissait de contrôler le droit national au droit de l'Union européenne en l'imposant aux juges nationaux. Alors, vous avez des avis, il y a un avis de 1994, hein, donc en 1994, qui avait été rendu, qui avait été posé donc, à la Cour de justice sur la question de l'adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme, étant précisé que ce n'est que depuis 2009 que l'Union européenne a la personnalité juridique, c'est-à-dire que comme vous et moi, elle peut effectivement s'engager dans des contrats internationaux, donc je pense aux accords de commerce Canada, Chine, Japon, entre autres, et pourrait aussi s'engager sur le volet Convention européenne des droits de l'homme. Alors, j'ai plus la motivation en tête. Moi, je vous parlais effectivement de la question de l'indépendance, mais maintenant, la réflexion que je pose, c'est de vérifier donc cette question par rapport à la construction des droits de l'homme par la Cour de justice de l'Union européenne. Et que dès l'origine, les communautés européennes, c'est une construction qui est de nature strictement économique, elle n'est devenue politique sur le tard. Et la question des droits fondamentaux a toujours été présente dans l'esprit des juges, comme je l'ai rapidement évoqué dans mon intervention, et que cette protection des droits fondamentaux, c'est d'abord des renvois à des considérants, c'est des renvois par la suite aux actes existants, c'est la protection effective par la jurisprudence donc, de ces droits fondamentaux, mais le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'est pas un traité sur les droits fondamentaux, c'est un traité économique. Donc là aussi, dans la balance, la question se pose. La question se pose effectivement puisque les juges européens sont respectueux des droits fondamentaux, renvoient d'ailleurs à la Convention européenne des droits de l'homme, quand je parlais tout à l'heure des instruments juridiques. Et la question de la non-adhésion, à mon sens, aujourd'hui, maintenant, je vais arrêter de tourner autour de la question, les réponses qui sont faites, pour moi, ce sont des réponses qui sont effectivement des réponses d'opportunité, des réponses politiques, parce que trop sensibles, parce qu'elles engagent les États aussi indirectement, et qu'on ne veut pas finalement... mais ça, c'est mon ressenti personnel. Hein. Peut-être que vous posez la question à des juges à la Cour de justice, ils auront un autre discours. Mais c'est effectivement se dire, ben non, Cour de justice de l'Union européenne, on est une juridiction suprême, on ne va pas se soumettre à une autre juridiction. Et d'ailleurs, on n'est pas sur le même champ d'application matérielle des traités. Ben oui, mais si, maintenant, on est sur le même champ d'application matérielle puisqu'on a adhéré. Voilà, à mon sens, aujourd'hui, la volonté, quelle que soit l'argumentation posée, mais là, c'est encore la position d'avocat qui parle, hein, et personnelle, c'est qu'effectivement, il y a la question donc, de l'indépendance des juges, de la volonté de ne pas se soumettre à une autre juridiction. Maintenant, est-ce que ça me pose difficulté sur la notion du respect de l'état de droit? Absolument pas, puisque la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne est très effective sur cette question de protection des droits fondamentaux. Et si je dois adresser d'ailleurs une critique, je me permets, puisque le propos est libre, la Cour européenne des droits de l'homme a développé une très belle jurisprudence sur le recours juridictionnel effectif, mais qui permet donc d'accéder
qui permet aux citoyens d'accéder aux juges, mais je ne vous cache pas les difficultés les plus insurmontables et les plus difficiles pour accéder à la Cour européenne, à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors qu'il est quand même, je ne dirais pas plus facile, mais si quand même plus facile d'accéder à la Cour de justice. Donc, je ne vais pas dire que c'est une position tarte à la crème de la Cour européenne des droits de l'homme, puisque effectivement, elle a développé de très beaux principes sur l'accès à la justice, mais son accès à cette juridiction-là est très difficile, alors que l'accès à la Cour de justice de l'Union européenne est quand même beaucoup plus simple, étant rappelé que les juges de droit commun, les juges français, les juges italiens, les juges espagnols, les juges hongrois, les juges polonais, ce sont les juges de droit commun du droit de l'Union européenne. C'est eux qui appliquent au quotidien le droit de l'Union européenne, et c'est finalement par le biais de certains recours particuliers qu'on peut saisir ces juridictions suprêmes. Voilà, je referme ma parenthèse et je réponds à la fin. Alors, je vous remercie de la part de la personne qui a posé la question. Une autre question qui est plus un commentaire, mais qui va peut-être vous faire réagir, mais ça rejoint un peu ce que vous disiez auparavant, c'est sur les sanctions financières qui semblent être la seule mesure efficace, mais comme vous disiez, qui sanctionnent également les citoyens qui peuvent agir démocratiquement par leur vote. Mais bon, c'est... Disons que je pense, hein, je ne suis pas dans les arcanes du pouvoir, je ne suis pas dans la dimension politique et dans les couloirs institutionnels et ni des États ni des institutions européennes, et d'ailleurs à regret, je dois l'avouer, parce que c'est passionnant, mais bon, on ne peut pas tout faire dans la vie. Mais je pense qu'on est parti parce que les États membres sont dans une dynamique où on se dit, bah, on a un projet commun, c'est comme un contrat de mariage quelque part. On a un projet commun, on partage les mêmes idées, les mêmes valeurs, on va s'engager, après on va développer différentes politiques. Et je pense qu'au début, on a fixé ces grands principes, mais on ne s'attendait pas au Brexit, on ne s'attendait pas aux atteintes faites aux valeurs. On se dit, bon, c'est dans le texte, mais finalement, on se dit, non, mais il n'y a pas besoin, c'était tellement impensable qu'on puisse porter atteinte à ce tel niveau, en tout cas, aux valeurs de l'Union européenne, que les dispositions n'ont pas été prises comme elles auraient dû l'être. Mais il y a cette... Excusez-moi, je vais faire un peu de ce qu'on appelle de culture confiture. Il y a cette phrase de Jean Giraudoux dans La guerre de Troie n'aura pas lieu, le livre La guerre de Troie n'aura pas lieu. Jamais poète n'a interprété aussi librement la nature qu'un juriste la réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est juriste, même si on a un texte, un traité en l'occurrence, eh bien, on peut l'interpréter, ou en tout cas essayer de lui donner une interprétation qui permette effectivement d'aboutir à une vérité. Il n'y a pas de vérité, il y a différentes vérités. Il y a un texte qui est posé, qui pose diverses possibilités d'interprétation, et après, tout est question d'interprétation. Et si, effectivement, on a beaucoup d'outils, mais qu'on n'a pas de mécanisme, et je ne veux pas parler de vide juridique parce que le vide juridique n'existe pas, pour moi c'est une aberration conceptuelle, nous avons des outils, tout est question après d'interprétation et de mise en œuvre. Voilà pour répondre à la question. Très bien. Du coup, je vous remercie encore pour la réponse à la question. Et peut-être rapidement avant la fin de la conférence qui se termine, on a le timing de 1 minute, mais est-ce que c'est pas une aberration, j'allais dire, mais aussi cet aspect qu'à l'intérieur de l'Union européenne, on ne respecte pas l'état de droit, mais qu'on essaye en même temps de l'appliquer au reste du monde, d'en faire comme une valeur universelle, que ce soit dans notre politique je sais pas, de voisinage par exemple, essayer de l'imposer, alors que même à l'intérieur même de l'Union, ce n'est pas une valeur partagée totalement. Oui, mais ça c'est une critique qu'on peut faire à chaque État. Je veux dire, on est tous porteurs de valeurs, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec le siècle des Lumières, on partage des idées philosophiques judéo-chrétiennes, enfin, il y a tout un process civilisationnel derrière. Et j'allais dire, ça, c'est dans notre volonté de toujours d'aller, de répandre la lumière sur nos voisins. Après, on n'a pas de vérité. Nous, ce qu'on voit, c'est que notre système est potentiellement protecteur. Je dis potentiellement parce que malheureusement, on constate que dans certains pays,
ces valeurs ont une approche qui est différente, mais ça relève, alors je ne dirais pas c'est pas une aberration, mais c'est vrai que ça interroge un peu sur le paradoxe. Il y a un peu un paradoxe là-dessus. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas se battre au quotidien pour veiller au respect de ces valeurs. Et c'est un combat qui est quotidien, c'est un combat qui est continu, et il ne faut jamais s'endormir. Il faut avoir toujours un esprit de veille. Je parle au niveau européen, je parle aussi au niveau national. La question des libertés fondamentales, c'est une question qui est constante et qui reçoit d'ailleurs, quand vous voyez les réglementations diverses et variées, hein, en tout cas au niveau national, vous avez le droit, il évolue en fonction de la société, parce que c'est le droit, c'est vivant et c'est heureux. Ça prouve qu'on est en bonne santé, que c'est soumis au débat, et il faut être vigilant que les réformes, parce qu'effectivement, on est sous une inflation de lois qu'il est difficile d'appréhender dans la globalité, mais d'être toujours vigilant, malgré les nombreuses mesures qui sont adoptées, que ces mesures respectent le droit, les libertés fondamentales, et ça, c'est le travail de tout le monde. Oui, ça sera un très beau mot de la fin en tout cas. Donc je vous remercie pour cet éclaircissement encore une fois. Et je vais repasser la main à Claire peut-être pour conclure sur ce webinaire, sur cette conférence. Merci tous pour votre participation. Merci Stéphane pour cette intervention. Je vous rappelle que demain, nous organisons un atelier à 14 h sur la mobilité européenne et un webinaire à 16 h sur le pacte vert, le fameux Green Deal. Donc voilà, nous vous donnons rendez-vous demain. En attendant, je vous souhaite un excellent début de soirée et je vous dis à très bientôt. Bonsoir. Encore un grand merci pour votre passionnant. Merci à vous. Merci. Et bonne soirée à tous les participants. Merci. Merci à tous.